dans l'impasse. Ça a été le cas du basket. Tantôt, elles sont venues, et M. Chauvin nous a parlé tout à l'heure de ce vélo club qui est venu chez nous pendant quelques années, pour se refaire une santé en quelque sorte. Et elles ont trouvé chez nous à la fois une structure, une assurance, et puis souvent les locaux qui leur étaient quelquefois indispensables. Alors je prends le cas d'abord de la section basket. L'arbitre de Lot-et-Garonne est devenu président de section et le principal animateur. C'était un personnage très spontané, très écouté, très aimé, et il savait partager sa joie de vivre avec les gens avec lesquels il se trouvait. Il a créé des équipes à tous les niveaux, tout de suite. J'ai été très étonné d'avoir tout de suite une si grande quantité de basketteurs dans le passage. Et il fallait trouver un lieu d'entraînement et il s'est abouché avec l'EDF qui a prêté son terrain, et il y avait beaucoup plus souvent d'ailleurs sur ce terrain des amicalistes que des électriciens. Et puis, vous le savez, il y a eu ce décès accidentel de notre ami Gruyer. Je suis allé à Gourdon prononcer quelques mots sur sa tombe, et j'ai été très étonné de la quantité de personnes qui se trouvaient là. Il y avait une véritable foule, et dans cette foule, la plupart des gens étaient des passageois, qui étaient venus du passage. C'est vous dire combien ce personnage a marqué la vie de notre association basket. Ensuite, il y a eu, excusez-moi, si je suis trop long, vous me le dites. Je coupe. Ça va? Bon, vous tenez encore. Il y a eu ensuite alors des personnages qui ont joué un grand rôle. Ça a été Carvalho. Carvalho qui lui a succédé. Je ne peux pas dire qu'il a remplacé parce qu'on ne remplace pas quelqu'un comme ça, mais il a été extrêmement dynamique. Et puis Aguila, Arismendi, La Peyrère, qui ont assuré ensuite la continuité, mais avec un nombre variable. On passait tantôt de 300 à 100, à 150, etc. Pourquoi? Eh bien parce que le passage est véritablement un passage. Les jeunes qui sont là, qui font partie de nos équipes, ne sont pas destinés à rester tous là. Et ils y reviennent peut-être plus tard, mais nos équipes se font et se défont beaucoup plus que dans les villes voisines, en particulier à Agen. Et je dois souligner que nous avons eu aussi d'excellents résultats. Claude Mercanton a mené avec excellence une équipe féminine qui fut championne d'Aquitaine. Et puis je ne veux pas oublier M. Grasse. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais M. Grasse s'est occupé des petits tous les mercredis sur le plateau de l'école de Ganay. Et aujourd'hui, M. Grasse a le plaisir de savoir que les deux coprésidents de la section basket, Michel Brouet et Christian Gay, sont ses anciens élèves. C'est lui qui a commencé à les former. Mais cela représente évidemment un travail considérable pour tous ceux qui s'y vont. Si on fait le basket, on ne peut pas faire autre chose. Vraiment, c'est très très occupant à partir du moment où on s'y dévoue. Avec des matchs qui ont lieu chaque semaine et dans des lieux différents. Nos volontaires sont sur la brèche tous les week-ends. Et c'est pour moi un devoir de rappeler ici ce que vous avez déjà fait, le rôle qu'a joué Mme Andrieux, que j'ai vu souvent dans la partie haute du gymnase ici, s'occuper de tout ce qu'il fallait pour la bonne marche de l'équipe. Alors, ce fait qu'il y ait beaucoup de travail pour tous ceux qui accompagnent, pour tous ceux qui entourent, et nous le retrouvons aussi chez Alpagym, et bien entendu, il est nécessaire un bénévolat de tous les instants. Dans ces cas-là, il faut pouvoir compter sur des gens pour accompagner, pour tenir la table, pour tenir le chrono, ainsi de suite. Alors, on pourrait dire que le bénévolat et le volontariat sont les deux mamelles de l'ALPA. Il y a
Il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas. Je vous ai dit tantôt, les sections se forment à l'intérieur. Ça a été le cas avec donc le biais et les sections basket. Tantôt, elles viennent de l'extérieur. Alors, nous avons un cas tout à fait précis d'une section qui, pour le moment, est en sommeil, mais qui a joué un rôle important. C'est la section lutte. Alors, les lutteurs que nous avons vus ces jours-ci, il y en a certainement dans la salle, m'ont bien dit qu'ils étaient devenus lutteurs en souvenir de la jeunesse Paul Ponce, qui a été champion du monde de lutte en 1910. Le club s'entraînait dans une sorte de grenier, dans une salle qui se trouve au-dessus du café des Glycines et qui n'avait pas de fenêtre, qui n'avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas de couverture à la porte, et bien entendu, on se plaignait de ce manque d'air et du manque de douche. Alors, en 1968, ils sont venus, Ciotat et Bessières, je me rappelle bien de Bessières, pour voir, oui, voilà, oui, excusez-moi. Ils sont venus donc voir Peyron, et puis ils lui ont demandé si on ne pouvait pas intégrer l'Alba. Et Peyron était d'accord tout de suite, il a porté ça au conseil d'administration. Le conseil d'administration a créé une section lutte, et voilà, donc en 1968, cette section lutte qui a eu un président qui est le président Baessa, et qui avait 30 à 35 jeunes qui, pour beaucoup, étaient des enfants des fondateurs, et c'est la raison pour laquelle il y avait une grande atmosphère familiale. Alors l'entraînement se faisait ici, à Rosette, puisqu'à ce moment-là, cette salle avait été construite, le mardi, le vendredi, le dimanche, et en 1980, la section lutte émigra, après 12 ans de séjour ici, émigra au complexe Saint-Jean. On m'a signalé que Jacques Marc avait été champion de France en handaï, que Saya Cherchari et Pierre Andrieux avaient été tous deux deuxièmes, l'un à Mâcon et l'autre à Lille. Nous ne pouvons pas examiner toutes les sections qui ont ainsi transité par l'ALPA, ou qui ont été créées, mais je voudrais vous dire quelques mots tout de même du centre aéré. Alors, le centre aéré dans lequel nous sommes nous a occupé de mai à octobre 1959. Nous a occupé tout notre temps libre. Laroy, Rosière, Giton et moi. On a manié la pelle, on a manié la pioche, on a manié le sécateur, on a essayé d'entretenir ce que nous pouvions, de nettoyer, de peindre. Et puis ça a quand même pris bon aspect. Mais enfin, il n'empêche que la maison était une maison curieuse. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans la maison, mais il y a une entrée, 2 pièces, un escalier, et puis 2 pièces au-dessus. Et c'est une maison qui est en quelque sorte très plate. Alors, nous nous étions mis en tête de la prolonger, et nous avons fait ce prolongement que vous connaissez, qui se trouve derrière et qui est aujourd'hui occupé, je pense, par le concierge. Alors, ça avait été fait avec, nous avions parmi nous, heureusement, nous étions souvent une trentaine sur le terrain. Nous avions parmi nous des maçons, nous avions des gens qui nous conseillaient, et nous avons pu ainsi commencer ce travail, même le mener à bien, ce qui fait qu'il y a une petite salle qui se trouve donc aujourd'hui occupée par autre chose. Alors, oui, alors ce centre aéré donc, a pendant 42 ans servi à des centaines d'enfants de 6 à 14 ans qui disaient « Rosette, c'est chouette ». Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que nous avons fait dans ce centre aéré. Il y avait des ateliers de peinture, il y avait la pyrogravure, il y avait le rotin, le tissage, la poterie, l'expression du théâtre, des rencontres intercentres, des sorties touristiques. Voilà comment fonctionnait ce centre aéré. Je vais y revenir dans un petit moment. Alpagi, maintenant, a été créé en 1980 par Madame Paturange. Et le développement a été extrêmement rapide. Dès la première année, il y a eu le succès de quelques équipes. L'entraînement se faisait dans la salle polyvalente du collège Théophile de Vion.
Et puis, il y eut une salle spéciale au complexe, celle d'aujourd'hui, depuis 1989. Mais l'entretien de cette salle